Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler performance, morphologie et mobilité. On va répondre aux questions suivantes. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire du travail de sprint ou d'explosivité sur du sable? Oui, non. Et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Dans un deuxième temps, on va répondre à la question suivante. Est-ce que votre morphologie vous empêche-t-elle de développer votre mobilité ou de faire certains exercices? Parce qu'effectivement, c'est ce que certains experts de l'industrie vous disent, mais je vais vous donner mon avis à ce sujet également. Donc sans plus tarder, commençons directement avec l'aspect performance. J'ai reçu énormément de questions à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire du travail de sprint ou d'explosivité sur du sable? C'est vrai qu'on voit partout sur Instagram ou sur YouTube des gens faire du travail de course, etc., d'explosivité sur du sable, des joueurs de football américain, des joueurs de foot, etc. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Alors, encore une fois, faire du travail sur du sable, ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas être radical et se dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est bien pour quelque chose et pas bien pour autre chose. Donc, il faut savoir exactement quand est-ce qu'on veut utiliser cet outil. Donc, est-ce que ça a des bénéfices de faire du travail de sprint ou d'explosivité sur du sable pour développer ces qualités-là? La réponse, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème avec le sable, c'est qu'on a une surface instable, d'accord? Et quand on a une surface instable, eh bien, c'est très difficile de développer les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir courir plus vite, en l'occurrence, d'accord, faire du travail de sprint, donc, et ça va affecter donc plusieurs aspects de notre course. Ça va affecter notre mécanique de course, ça va donc affecter notre technique, ça va affecter notre transfert de force et ça va affecter notre réactivité. Donc je vais reprendre point par point pour expliquer chacun de ces aspects-là. Un truc à garder en tête lorsqu'on fait un travail de sprint, c'est qu'il y a tout un aspect technique à avoir. Il ne s'agit pas simplement de courir en avant et de pousser le plus fort possible dans le sol. Alors, en surface, ça ressemble à ça, mais en vrai, il y a plein de petits détails qui font une grande différence dans l'exécution d'un sprint, ok? Et c'est ce qui fait la différence entre un sprinter amateur, quelqu'un qui fait ça pour le loisir, et un sprinter d'élite. Donc, on veut toujours apprendre de l'élite pour savoir ce qu'ils font de bien, et comme ça, on peut utiliser ce qu'ils font de bien. Maintenant, lorsqu'on travaille sur une technique, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on donne des contraintes. On donne des contraintes bien précises. On dit voilà comment tu dois exécuter le mouvement et il faut qu'à chaque fois qu'il ressemble à ça. Et on veut répéter ce mouvement, d'accord, pour qu'il soit le plus parfait possible, entre guillemets, qui respecte ces contraintes. Le problème avec la surface instable qui est le sable, eh bien, c'est que on ne peut pas répéter à chaque fois le même mouvement parce que notre pied va partir d'un côté, on va partir plutôt d'une direction ou d'une autre direction et du coup on n'arrive pas à respecter ces contraintes, on n'arrive pas à déterminer éventuellement quel est le problème dans notre exécution de ces contraintes, donc l'exécution de ces techniques, et ça fout vraiment en l'air tout le travail technique, ça fout en l'air les mécaniques du sprint. Et je dirais même que si vous n'avez jamais travaillé avec un préparateur qui est calé dans le sprint ou un coach de sprint, eh bien éventuellement faire du travail sur du sable directement, ça va plutôt altérer et vous apprendre de mauvaises mécaniques, ok? Donc vraiment, de ce point de vue-là, du point de vue technique, c'est vraiment pas intéressant de faire du travail de sprint ou d'explosivité là-dessus sur une surface instable comme le sable. Maintenant, parlons du transfert de force. Alors, un des aspects les plus importants du sprint, c'est éventuellement de pousser le plus fort dans le sol pour se propulser en avant le plus loin possible à chaque foulée. Et ce qui est intéressant avec cette propulsion, c'est que on commence avec une phase qu'on appelle l'accélération et petit à petit, puis graduellement, on génère à chaque fois un peu plus de force jusqu'à arriver à son pic de vitesse, ok? Et on aimerait justement pouvoir créer cet effet qui est graduel où on rajoute à chaque fois un peu plus de force, on se laisse un peu emporter par l'élan. Le problème avec le sable, c'est que on ne peut pas créer cet effet-là parce que le sable va absorber à chaque fois cette force qu'on applique dans le sol, d'accord? Et ça ne va pas nous permettre de nous propulser vers l'avant. Et pour revenir au point que je mentionnais auparavant, la surface instable, notre pied va s'enfoncer dans le sol, va s'enfoncer dans différentes directions, même si on veut aller vers l'avant en se propulsant vers l'avant, en produisant un maximum de force, eh bien malheureusement, on ne peut pas dicter
où on va aller, ok? Donc, encore une fois, d'un point de vue transfert de force, c'est pas intéressant, ça ne nous permet pas de build up ce momentum, de contrôler cet élan qui va nous permettre de nous propulser plus rapidement vers l'avant et d'augmenter notre foulée. Et pour rejoindre ce point-là, j'ai parlé de réactivité, donc on parle ici de force réactive, quelque chose qui est très important lorsqu'on parle d'explosivité, lorsqu'on parle de sprint. Eh bien, cette réactivité, c'est la capacité à transférer ce moment où on absorbe de la force et on reproduit de la force. Ce moment où on décélère et on accélère. On aimerait garder le contact avec le sol le plus court possible, d'accord, pour pouvoir directement enchaîner. Et le problème avec le sable, c'est que on va s'enfoncer à chaque fois, donc le contact est beaucoup plus lent. Ça ne nous permet pas de développer nos muscles et nos tendons à être réactifs, à avoir cet effet un peu de ressort qu'on cherche à avoir lorsqu'on fait du travail d'explosivité, lorsqu'on fait du travail de vitesse, de sprint, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment pas intéressant d'utiliser du travail de sprint sur du sable. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement jeter à la poubelle cette idée de s'entraîner sur du sable? Non. Il y a certains bénéfices à faire de l'entraînement sur du sable. À quel moment on aimerait utiliser ça? Eh bien, ça serait bien de faire de l'entraînement sur du sable lorsqu'on aimerait travailler sur son cardio. Si c'est d'un point de vue conditioning, d'un point de vue conditionnement, eh bien, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas intéressant de le faire sur du sable. Okay? Donc, de ce point de vue-là, on peut l'utiliser. Un autre bénéfice que je verrais à faire du travail sur du sable, ça serait de préparer sa musculature du pied, sa musculature des mollets, etc. Donc toute cette partie-là, on va exposer ces tissus à des environnements différents qui sont parfois... ces tissus sont parfois négligés à force d'être dans des chaussures. Donc si on fait du travail sur du sable, j'imagine qu'on le fait à pieds nus. Eh bien là, c'est intéressant de le faire justement parce qu'on va exposer cette musculature du pied à différents stress. Et je trouve qu'il y a certaines adaptations qui seraient très intéressantes. D'ailleurs, si vous avez déjà fait une course sur du sable et que vous n'étiez pas préparé, ça a été le cas pour moi, par exemple, en partant en vacances, je me rappelle, j'ai jamais oublié ça, je suis parti faire un footing le matin et le lendemain, j'avais les mollets en feu, le tendon d'Achille en feu. Pourtant, je me suis dit, mais c'est bizarre. Oui, parce que mon corps n'était pas habitué à ça. Et j'ai été exposé à différentes positions du pied, différentes positions de mes orteils, etc. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire si on le fait progressivement, bien entendu. Donc, voilà ma réponse. J'espère que ça a du sens pour vous. Si vous voulez développer votre explosivité, votre sprint, eh bien, faites du travail du sprint sur un track, d'accord, sur une piste d'athlétisme, sur quelque chose de solide. Et voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h. Des fois, les gens, on cherche à compliquer le truc, à rendre le truc trop fancy pour rien du tout. Si le travail sur du sable rendait plus explosif, d'accord, nous permettait d'augmenter notre vitesse de sprint, eh bien, les sprinteurs d'élite feraient du travail de sprint sur du sable depuis bien longtemps, ok? Donc, il y a des bénéfices à travailler dessus, mais pas pour ce que j'ai mentionné, d'accord? Donc passons directement au deuxième sujet qui est le sujet de la morphologie. Alors franchement, ce sujet-là, je suis fatigué les gars, parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet-là. Il y a plein d'experts dans le domaine qui vous parlent de morphologie et qui vous disent un peu, avec un discours qui cherche un peu à condamner, en disant voilà, si vous êtes construit comme ça, eh bien vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, et vous n'allez pas avoir la capacité de développer ci et ça. Ça me fatigue, ok? Mais je vais m'expliquer un peu sur le sujet. Et je tiens à dire qu'il y a des coachs de renommée, d'accord, internationales qui disent ça, des Mike Boyle et tout ça. Mais il faut faire très attention, ok, quand on parle d'experts. Ce n'est pas parce qu'un expert est qualifié dans un domaine qu'il peut s'exprimer sur tous les domaines forcément, ok? Donc faites très attention à ce que vous consommez, bien entendu. Je parle à tous ceux qui sont coachs et qui sont dans l'industrie. Parlons maintenant de ce qu'on dit souvent au niveau de la morphologie. J'entends souvent les gens dire que voilà, on ne peut pas faire de squat profond parce que on a une certaine longueur de fémur ou une certaine longueur de tibia. Le discours est le suivant: si vos fémurs sont trop longs, eh bien vous n'allez pas pouvoir descendre complètement dans un deep squat. Ou si vos tibias sont trop longs, vous n'allez pas pouvoir descendre dans un deep squat. Pourquoi? À cause de la physique. Ok, mais c'est complètement erroné. Le corps ne répond pas, encore une fois, à toutes les règles de physique que vous connaissez. Notre corps est construit avec un modèle un peu différent, d'accord? Un modèle de tenségrité, un modèle qui est, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est quelque chose qui est différent qu'un simple modèle où on pose une brique sur une autre brique, une autre brique, une autre brique, une autre brique, ok? Donc l'idée est la suivante: votre corps est composé d'articulations, ok? Et
votre capacité à exprimer un mouvement va être dépendante de votre capacité articulaire, va être dépendante de votre capacité ou de la capacité d'un os à bouger en relation à un autre os, peu importe la longueur de votre os. Donc ce que j'entends par là, c'est que peu importe à quel point votre fémur est long ou votre tibia est long, si votre tibia et votre fibula peuvent aller loin vers l'avant en relation à votre cheville, d'accord, et que vous pouvez faire une flexion de hanche complète et fléchir votre genou complet, donc la relation entre votre fémur et votre tibia, d'accord, et votre fémur et votre bassin, et bien dans ce cas-là, si vous avez assez d'espace, peu importe la longueur de vos membres, vous allez pouvoir vous mettre dans les positions que vous voulez utiliser, ok. Donc en gros, peu importe la longueur de ce que vous avez, vous allez pouvoir faire des squats profonds si vous êtes assez mobile, ok. Et j'ai entendu plein de discours là-dessus, dire ouais, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Moi, j'ai personnellement travaillé avec des basketteurs qui font plus de 2 mètres, qui ont des fémurs super longs, des tibias super longs et qui descendent tout en bas. J'ai travaillé également avec des basketteurs qui ne peuvent pas descendre tout en bas, et ce n'est pas parce qu'ils sont grands ou parce qu'ils ont des longs os, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas des articulations mobiles, ils n'ont pas assez d'espace au niveau de leurs articulations. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'on peut développer tout ça? Oui, tout le monde peut développer ses articulations, sauf si on a une croissance osseuse qui n'est pas normale. Dans ce cas-là, eh bien, des médecins doivent venir et doivent couper cette croissance osseuse, et ensuite on peut chercher à développer le tout. Quand je parle de croissance osseuse, je pense en l'occurrence à des dysplésies de la hanche par exemple. Ce sont des cas avec lesquels j'ai travaillé, et même avec des gens qui avaient des dysplésies de la hanche, eh bien on a réussi à faire du progrès. Alors maintenant, pour parler de morphologie et de mobilité, j'aimerais aborder le sujet du bassin, parce que c'est tout le temps quelque chose qui revient. On parle souvent du bassin, on parle souvent de la tête du fémur. Donc le fémur, l'os de la cuisse, on a tous une orientation de la tête du fémur qui est différente, une orientation de l'acétabulum, donc le creux dans le bassin dans lequel la tête du fémur vient se mettre, qui est différente. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Nous sommes tous construits différemment. Maintenant, ça veut simplement dire qu'on a certaines prédispositions. Ça veut tout simplement dire qu'on va être plus à l'aise en se mettant d'une certaine façon plutôt que d'une autre façon. Mais en aucun cas, ça ne veut dire qu'on ne peut pas développer plus. Je m'explique. Si vous avez une tête du fémur qui est orientée d'une certaine façon, qui vous permet, ou d'une façon qui vous met dans une position plus à l'aise lorsque vous êtes en rotation externe de la hanche, eh bien, voilà, vous avez une rotation externe de la hanche qui est relativement grande. C'est facile pour vous d'avoir vos genoux un peu vers l'extérieur. C'est cool, ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer l'autre aspect, d'accord? Le côté opposé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre rotation interne de la hanche. Vous pouvez très bien développer cette rotation interne de la hanche en travaillant dessus, bien entendu, ok? De la même façon, si vous avez une tête du fémur qui vous met dans une position où vous êtes plutôt en rotation interne de la hanche, d'accord, donc les genoux qui vont un peu plus vers l'intérieur, les fémurs qui vont plus vers l'intérieur, eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre capacité à ramener votre fémur en rotation externe, d'accord? Vous pouvez développer le tout. Toute ma vie, j'ai entendu ça. On m'a dit que je ne pouvais pas développer mes hanches à cause de ma morphologie. On m'a dit que je n'allais jamais être capable de faire les grands écarts. Or, 2021, je fais tous les grands écarts, ok? Et je fais ça depuis des années maintenant. Donc j'ai prouvé que c'était faux et j'ai travaillé avec des centaines et des centaines de personnes. Malheureusement, aujourd'hui, les gens qui vous disent ça ne sont pas assez calés sur le sujet, ou du moins n'ont pas passé assez de temps à chercher à développer ces aspects-là. Et du coup, on a un discours un peu condamnateur. On dit, voilà, moi j'ai essayé pendant 5 minutes, ça n'a pas marché, donc ça veut dire qu'on ne peut pas, ok? Malheureusement, non. Moi, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, ok, on m'a dit que je ne pouvais pas, je vais continuer à travailler sur ma mobilité, je vais pousser le truc, on va voir où je peux aller. Et vous voyez, j'arrive à faire tous les grands écarts. Donc, j'ai parlé de ça également avec une contorsionniste qui est très connue, qui a des centaines de milliers de followers, qui avait même posté un truc à ce sujet-là, ok? On avait discuté, elle avait dit que avec toutes les personnes avec qui elle a travaillé, on parle de contorsionnistes, donc c'est des positions très extrêmes, des grands écarts, ce qu'on appelle des oversplits, donc les pieds surélevés lorsqu'ils font les grands écarts. Elle a dit qu'elle n'a jamais eu une élève,
une élève qui n'avait pas la capacité de se mettre dans les grands écarts, dans les positions de grand écart à cause de leur morphologie, contrairement à ce qui leur a été dit plusieurs fois. Ok, donc on a plusieurs exemples, encore une fois, que de l'empirique ici, que de l'expérience personnelle, mais je vous l'explique avec la science également. Vous pouvez créer plus d'espace au sein de vos articulations, vous pouvez développer plus, même si vous avez certaines prédispositions et que vous êtes plus à l'aise dans une position ou que dans une autre, ok? Donc, c'est le seul truc à garder en tête et je ferai plus de vidéos à ce sujet-là. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous en aurez tiré quelque chose et que vous pourrez appliquer. Ne vous condamnez jamais. Trouvez ce qui vous correspond, travaillez avec ce que vous avez et développez plus. Si vous avez des questions ou vous voulez commenter sur ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre le tout en commentaire. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace.